Au début des années 2000, le quartier de Tremont vit au rythme tranquille de l'Amérique ouvrière. Les petites maisons de briques, alignées le long des rues étroites, semblent figées dans le temps. Les après-midi, on entend les chiens aboyer derrière les clôtures en bois, les enfants jouer au ballon sur l'asphalte, et de temps en temps, un vieux pick-up traverse la rue en soulevant un nuage de poussière. Parmi ces maisons, une attire à peine le regard. Le numéro 320 de Seymour Avenue. Une façade ordinaire, des volets blancs écaillés par les hivers, un petit perron en béton. Elle n'a rien de spécial, rien qui attirerait l'attention. Et pourtant, derrière ces murs, une histoire d'horreur va s'écrire, lentement, silencieusement. Dans ce décor banal, vit un homme que tout le monde connaît de vue. Ariel Castro. Petit, trapu, toujours coiffé de ses cheveux noirs bouclés qu'il laisse parfois s'épaissir, il n'a rien d'un personnage inquiétant. Les voisins le croisent au volant de son vieux van brun, garé presque toujours devant chez lui. Il est chauffeur de bus scolaire pour la ville. Les parents du quartier lui confient leurs enfants chaque matin, sans une seconde d'inquiétude. Dans sa jeunesse, Ariel n'était pas un inconnu des services sociaux. Né en 1960, sur l'île de Porto Rico, il a grandi dans une famille marquée par les séparations et les tensions. Son père quitte tôt le foyer, laissant sa mère élever plusieurs enfants dans une atmosphère faite de débrouille et de discipline rugueuse. Très jeune, Ariel montre des signes de caractère instable, colérique, possessif, mais capable de se montrer charmant quand cela l'arrange. À l'adolescence, il trouve un refuge dans la musique. Avec sa guitare, il anime parfois les soirées entre amis ou joue dans des petits groupes locaux. La musique devient son masque. Derrière les mélodies, personne ne voit l'ombre qui se forme. Les voisins le décrivent comme ordinaire, parfois même serviable. Il discute avec les gens du coin, bricole dans son garage, propose de prêter des outils. Rien ne laisse deviner la noirceur qui couve. Et pourtant, dans le silence de sa maison, Ariel Castro mène une vie parallèle. Les premiers signes étaient là, mais personne ne voulait les voir. Son mariage avec Grimilda Figueroa, la mère de ses 4 enfants, se termine dans la douleur. Grimilda raconte à quelques proches que son mari est jaloux, violent, manipulateur. Mais ses confidences restent dans le cercle familial. La façade sociale, elle, demeure intacte. La maison de Seymour Avenue devient son royaume, un endroit qu'il contrôle jusqu'au moindre détail. Les rideaux restent souvent tirés. Il verrouille ses portes avec des cadenas qu'on remarque à peine. Ceux qui passent devant sa maison n'entendent que parfois la musique latino jaillir du garage. Un simple voisin, un homme banal, se disent-ils. Pourtant, au fond de ce garage, quelque chose d'étrange est en train de naître. L'année 2002 commence comme toutes les autres dans le quartier Tremont. Les rues sont calmes, les voisins vaquent à leurs occupations. Rien ne laisse présager qu'une ombre est sur le point de s'étendre sur la communauté. Pourtant, pour certains qui connaissent Ariel Castro de près, des détails troublants apparaissent, mais ils passent inaperçus ou sont vite oubliés. Après sa séparation avec Grimilda Figueroa, Ariel Castro vit seul au numéro 320 Seymour Avenue. Sa maison se transforme peu à peu en forteresse. Les rideaux sont presque toujours tirés, les lumières rarement allumées la nuit. Les voisins remarquent qu'il installe plusieurs verrous et cadenas, y compris à l'intérieur. Personne ne comprend pourquoi. Certains amis de longue date trouvent qu'il a changé. Il parle moins, sourit rarement. Il passe de longues heures à bricoler dans son garage, où s'entassent des cordes, chaînes, vieilles planches de bois et tôles. À qui ose demander à quoi ça lui sert, il répond avec un sourire vague « Je fais des réparations, des petites constructions. » Mais ces réparations ne voient jamais le jour. Sur son trajet de chauffeur de bus, Ariel Castro commence à manifester des comportements inquiétants. Il s'arrête parfois sans raison sur la route, prend des détours, observe les adolescentes qui marchent seules. Une collègue se souvient qu'il lui a confié « Tu sais, certaines gamines du quartier sont vraiment jolies. » La phrase met mal à l'aise, mais elle ne dit rien. Son ex-femme a déjà déposé plusieurs plaintes pour violences domestiques. Elle raconte qu'il la frappait, la séquestrait parfois dans la maison. Mais la justice ne suit pas, ou pas assez. Pour l'extérieur, Castro reste un voisin poli, un musicien local qui joue de temps en temps dans des fêtes de famille.
En réalité, Ariel Castro prépare quelque chose. Dans sa maison, il renforce les portes, installe des cordes et chaînes dans certaines pièces. Il isole le sous-sol et verrouille les fenêtres de l'intérieur. À qui franchit le seuil, il montre seulement le salon et la cuisine. Les autres pièces sont en travaux, dit-il. Et puis vient ce jour d'août 2002. Une jeune femme de 21 ans, Michelle Knight, disparaît après un rendez-vous social pour la garde de son fils. La police pense d'abord à une fugue ou à un problème familial. Mais Michelle a, ce jour-là, franchi la porte de Seymour Avenue. Dans le silence de sa maison, Ariel Castro vient de franchir une ligne invisible. Le 23 août 2002, une journée ordinaire s'achève à Cleveland. Dans une petite rue de l'ouest de la ville, Michelle Knight, 21 ans, marche d'un pas rapide. Elle vient de quitter un rendez-vous pour tenter de récupérer la garde de son fils, confié aux services sociaux. Michelle n'a pas eu une vie facile. Petite, frêle, elle a grandi dans une famille marquée par les tensions, les déménagements fréquents et la précarité. En cette fin d'après-midi, elle est fatiguée, mais elle garde espoir. Elle ne sait pas qu'à quelques rues de là, Ariel Castro l'observe déjà. Castro s'arrête à sa hauteur. Il baisse la vitre côté passager et lance d'une voix chaleureuse. « Hé Michel, tu cherches quelqu'un? Tu veux que je te ramène ?» Elle le connaît vaguement. Il est le père d'une amie de son petit frère. Dans un quartier comme Tremont, les visages familiers inspirent confiance. Michel hésite, puis monte. Le ventre s'éloigne lentement, s'enfonçant dans le dédale de rue calme. Mais au lieu de prendre la direction qu'elle attend, Castro tourne vers Seymour Avenue. « Je dois juste m'arrêter à la maison 2 minutes, dit-il. Michel n'imagine pas une seconde que cette maison sera son prison pendant 11 ans. La porte se referme derrière elle avec un claquement sourd. Michel remarque tout de suite l'ambiance étrange. Les fenêtres sont obstruées. Les pièces sont en désordre, saturées d'objets inutiles. Des cadenas et verrous sont visibles sur plusieurs portes. Castro sourit, mais ses yeux sont froids. « Viens, je veux te montrer un chiot que j'ai pour ma fille, dit-il. » Michel descend à l'étage inférieur. C'est là que le piège se referme. Elle sera ligotée, séquestrée et isolée. Au-dessus, le quartier continue de vivre comme si de rien n'était. Quand Michel ne rentre pas chez elle, sa famille s'inquiète. Mais la police ne réagit pas immédiatement. Elle est majeure et son passé difficile joue contre elle. Les enquêteurs supposent une fugue ou une disparition volontaire. Son nom ne fera jamais la une des journaux. Ariel Castro vient de découvrir qu'il peut enlever une femme sans que personne ne s'alarme vraiment. C'est le début d'un cycle macabre. Avril 2003, Amanda Berry. 8 mois plus tard, la disparition suivante va choquer davantage. Amanda Berry, 16 ans, termine son service dans un restaurant Burger King. C'est la veille de son 17e anniversaire. Elle appelle sa sœur pour lui dire qu'elle rentre à pied. Elle ne rentrera jamais. Comme pour Michel, le ventre brun s'arrête à sa hauteur. Castro lui propose de la raccompagner. « Monte, je te dépose. » Elle connaît aussi vaguement cet homme. Elle monte. Quelques minutes plus tard, la porte de Seymour Avenue se referme sur elle. Dans le quartier, la disparition d'Amanda fait l'effet d'une bombe. Sa famille placarde des affiches. Les journaux locaux parlent enfin de jeunes filles disparues. Mais aucune piste solide n'émerge. Et dans sa maison au volet blanc, Ariel Castro commence à créer son univers de contrôle absolu. Dans la petite maison du numéro 320 de Seymour Avenue, le temps ne s'écoule plus de la même façon. Les jours et les nuits se confondent derrière les fenêtres obstruées. Pour Michelle Knight, le monde extérieur semble avoir disparu. Ariel Castro a verrouillé toutes les issues. Les portes sont doublées de cadenas et de barres de fer, les fenêtres clouées avec des planches. Dans certaines pièces, des chaînes pendent, fixées au radiateur ou aux poutres. Michelle comprend rapidement qu'elle ne sortira pas. Castro lui impose ses règles. Elle doit l'appeler maître, rester silencieuse, obéir à ses moindres ordres. Toute désobéissance entraîne des violences brutales. En avril 2003, la maison accueille une deuxième prisonnière. Amanda Berry, 16 ans, est enlevée le soir de son anniversaire. Lorsqu'elle franchit le seuil, elle voit Michel, amaigri, effrayé, enchaîné dans une pièce sombre.
Amanda réalise que ce cauchemar ne sera pas bref. Castro se transforme en geôlier méthodique. Il alterne entre des moments de fausse douceur, où il leur apporte de la nourriture ou parle comme si tout était normal, et des moments de terreur, où la moindre tentative de résistance est punie. Il prend soin de séparer les deux femmes, pour éviter qu'elles ne s'allient. Il les déplace d'une pièce à l'autre, parfois dans le sous-sol, parfois dans les chambres de l'étage. La maison devient une prison improvisée. Les repas sont irréguliers, souvent froids. Les lumières restent éteintes la plupart du temps. Les deux jeunes femmes perdent la notion du temps. Castro diffuse parfois de la musique à plein volume pour couvrir leurs cris. Les rares visiteurs qui franchissent la porte, ses enfants ou des amis, ne voient jamais les prisonnières. Il a perfectionné un système de tromperie. Les filles sont attachées et bâillonnées dès que quelqu'un approche. Certaines pièces sont verrouillées à double tour. Avril 2004, Gina de Jesus. C'est un vendredi d'avril. Gina de Jesus, 14 ans, quitte son école en fin de matinée. Elle marche avec son amie Arlene, qui n'est autre que la fille d'Ariel Castro. Les deux adolescentes se séparent à un carrefour. Arlene rentre chez elle. Gina continue seule. Quelques rues plus loin, s'arrête à sa hauteur. Castro l'aborde en souriant. « Hé Gina, tu veux que je te ramène ?» Elle hésite, puis accepte. Elle connaît cet homme. Quelques minutes plus tard, la porte de Seymour Avenue se referme derrière elle et Gina rejoint le cauchemar de Michelle et Amanda. Trois jeunes femmes, désormais prisonnières invisibles, vivent dans un silence glaçant, au cœur d'une rue où la vie continue normalement. Leur famille, dehors, placarde des affiches, organise des veillées, espère. Mais dans le quartier, personne ne soupçonne la petite maison au volet blanc. À l'extérieur de la petite maison de Seymour Avenue, le monde continue de tourner. Mais dans les rues de Cleveland, la peur s'installe. Trois jeunes femmes ont disparu à quelques rues les unes des autres, en moins de 2 ans. Pour la famille Berry, la disparition d'Amanda est un déchirement. Sa mère, Luana Miller, ne cesse de parcourir le quartier, de frapper aux portes, de coller des affiches sur les poteaux électriques. La photo de sa fille souriante, avec sa frange et son uniforme de fast-food, s'étale partout. Des veillées aux chandelles sont organisées. La police ouvre une enquête, interroge les proches, mais aucune piste solide n'émerge. Pour Gina de Jesus, 14 ans, la disparition fait la une des journaux locaux. Sa jeunesse frappe l'opinion. La ville se mobilise. La chaîne America's Most Wanted diffuse même son portrait. Les voisins, eux, se demandent si un prédateur rôde dans le quartier. La police tâtonne. Les enquêteurs passent des heures à cartographier les lieux, à interroger des témoins, à retrouver les dernières traces téléphoniques. Amanda Berry a appelé sa sœur juste avant sa disparition. Gina, elle, a été vue pour la dernière fois au coin de la 49e rue et Clark Avenue, à quelques minutes de Seymour Avenue. Malgré ces indices, la maison de Castro n'est jamais perquisitionnée. Les policiers se fient à ce qu'ils voient. Un homme discret, chauffeur de bus scolaire, sans antécédent de crime grave. Une maison ordinaire, sans agitation. Ils ignorent que derrière ces murs, 3 jeunes femmes survivent à l'enfer. Pendant ce temps, Ariel Castro continue à vivre comme si de rien n'était. Il joue de la musique dans des groupes latinos locaux. Il rend visite à sa famille. Il participe même aux recherches pour retrouver Gina, sa dernière victime. Un jour, il serre la main du père de Gina devant les caméras locales. Il joue l'homme compatissant. « Je suis de tout cœur avec vous. » Personne ne soupçonne que la fillette disparue est déjà prisonnière dans sa maison. Pourtant, certains indices apparaissent. Les voisins trouvent étrange que Castro ferme toujours sa maison à double tour, même quand il sort. Une voisine affirme avoir entendu des coups ou des bruits étouffés à plusieurs reprises. D'autres se souviennent d'avoir vu une silhouette à la fenêtre qui semblait faire signe. Mais à chaque fois, le doute s'installe. Peut-être qu'ils ont rêvé. Dans ce quartier où chacun reste dans son monde, personne ne franchit la ligne pour alerter sérieusement la police. Pendant que les recherches s'intensifient à l'extérieur, Castro perfectionne sa prison intérieure. Chaque jour, il renforce sa maîtrise sur ses captives. Chaque jour, le monde extérieur s'éloigne un peu plus pour Michelle, Amanda et Gina.
Les saisons changent à Cleveland. Les hivers glacials s'abattent sur Seymour Avenue, recouvrant la rue de neige. Les étés, eux, étouffent les façades de chaleur et de lumière. Mais dans la maison de Castro, le temps semble s'être figé, prisonnier d'une pénombre étouffante. Derrière les volets fermés, Michel, Amanda et Gina vivent dans un cycle immuable. Silence forcé, sauf quand Castro exige qu'elle parle ou chante pour lui. Repas irréguliers, souvent du fast-food ou des restes froids. Punition violente pour la moindre désobéissance. Castro contrôle tout. Il impose des rituels humiliants, leur dicte quand elles peuvent se laver, manger ou même respirer l'air du dehors, parfois à travers une simple porte entrouverte. Pour briser toute rébellion, il alterne la peur et la fausse bienveillance. Un jour, il apporte un gâteau pour l'anniversaire d'Amanda. Le lendemain, il les enchaîne au sous-sol, dans l'obscurité la plus totale. Avec le temps, Castro renforce son repère. Il installe des portes intérieures à double verrou. Il ajoute des chaînes et cadenas à presque toutes les pièces. Les fenêtres sont recouvertes de planches et de bâches opaques. Chaque déplacement des captives est chronométré et surveillé. La maison est un labyrinthe d'interdits, où le moindre bruit peut déclencher la colère. Les filles trouvent de petits repères de survie. Amanda grave des marques discrètes pour compter les jours. Michel invente des histoires dans sa tête pour ne pas perdre la raison. Gina s'accroche aux souvenirs de l'école, récitant ses leçons comme des mantras. À l'extérieur, rien ne laisse deviner l'horreur. Ariel Castro continue à travailler comme chauffeur de bus scolaire, jouer de la musique dans des fêtes latines, rendre visite à sa famille et même partager des repas. Quand des voisins s'inquiètent de bruits étranges, il trouve des excuses banales. C'est le chien, c'est la télé. Sa fille Arlène, qui vient parfois, ne soupçonne rien. Les captives sont cachées, bâillonnées ou attachées dès que quiconque approche de la maison. Entre 2004 et 2012, près de 10 ans s'écoulent. Dehors, les familles continuent de chercher. Dedans, les jeunes femmes grandissent en captivité. À plusieurs reprises, Castro laisse entrevoir une sortie. Il promet qu'il les relâchera si elles obéissent. Puis, il détruit tout espoir avec un mot, un geste de violence. La maison devient un monde clos, où chaque craquement de plancher est une menace, un monde où le silence est une question de survie. Les années défilent et la maison de Seymour Avenue devient un univers clos où la vie et la mort se côtoient dans le silence. Pour Michel, Amanda et Gina, chaque journée ressemble à la précédente. Mais un événement inattendu va changer l'équilibre précaire de la captivité. Au fil des mois, Amanda Berry sent son corps changer. Les nausées, la fatigue, les retards. Elle comprend vite, elle est enceinte. Ariel Castro, loin de paniquer, semble fier de sa domination absolue. « Tu vas me donner une famille », lui dit-il d'un ton presque satisfait. Dans la maison, l'horreur franchit une nouvelle étape. Amanda n'a pas accès à un médecin ni à des soins. Michel et Gina deviennent ses seules compagnes et soutiens, sous la surveillance permanente de Castro. Une nuit de Noël, 2006, alors que le froid s'infiltre dans la maison, Amanda entre en travail. Castro lui impose d'accoucher dans une petite piscine en plastique posée sur le sol d'une chambre verrouillée. Il menace Michel. « Si le bébé meurt, c'est toi qui meurs. » Dans la douleur et la peur, une petite fille voit le jour. Elle sera élevée entre 4 murs dans un monde sans fenêtres, sans école, sans extérieur. Amanda l'appelle Jocelyn. Pour elle, cet enfant est un souffle d'espoir dans un univers d'obscurité. Pour Castro, c'est un nouveau lien de contrôle, un moyen supplémentaire de garder ses victimes soumises. Les années qui suivent s'organisent autour de Jocelyn. Castro, paradoxalement, montre des élans de tendresse paternelle envers elle. Il l'emmène parfois dans le jardin, très brièvement, à l'abri des regards. Il lui offre des cadeaux, comme des poupées ou des coloriages, mais il prépare soigneusement le mensonge. Il explique à l'enfant que les autres femmes sont des amies qui doivent rester dans leur chambre. Il lui interdit de faire du bruit aux fenêtres ou d'approcher la porte d'entrée. Pendant ce temps, à l'extérieur, la vie continue dans une attente douloureuse. La mère d'Amanda, Luana Miller, meurt en 2006, persuadée que sa fille est encore en vie. Les deux Jésus organisent régulièrement des marches éveillées, refusant de perdre espoir. La police reçoit parfois des informations,
Mais toutes s'avèrent fausses. Des voyants, des appels anonymes, rien ne mène à Seymour Avenue. La maison de Castro reste invisible aux yeux du monde. Pourtant, à partir de 2010, des indices infimes apparaissent. Des voisins croient voir une petite fille à la fenêtre. Des bruits étouffés se font entendre la nuit. Un réparateur remarque que Castro refuse obstinément qu'on entre dans certaines pièces. Personne n'ose franchir le pas, mais le cercle se resserre lentement. L'homme qui se croyait intouchable ignore qu'un jour, une porte cédera. « 10 années ont passé. Dans la rue de Seymour Avenue, les passants ne voient qu'une maison terne, aux volets clos, parfois avec de la musique qui filtre. À l'intérieur, Michel, Amanda et Gina vivent dans une routine de terreur. Mais en mai 2013, un événement minuscule va devenir l'étincelle de la liberté. Ariel Castro vieillit et sa confiance grandit. Il ne s'imagine plus que quelqu'un puisse le découvrir après autant d'années. Il prend des libertés risquées. Il laisse Jocelyn circuler un peu plus dans la maison. Il sort pour des courses en laissant parfois certaines portes intérieures mal verrouillées. Amanda Berry observe tout, avec une patience forgée par 10 ans d'attente. Elle note chaque habitude, chaque négligence. Elle sait qu'une seule faille pourrait suffire. Il est environ midi lorsque Castro quitte brièvement la maison. Amanda remarque que la porte d'entrée n'est plus verrouillée qu'avec une simple tempête de bois. Une peur glaciale la traverse. C'est sa chance. Elle tente d'ouvrir, la porte est bloquée par la tempête extérieure. Elle commence à hurler, le cœur battant. « Je suis Amanda Berry !» Dans la rue, un voisin, Charles Ramsey, entend les cris. Il accourt, voit Amanda s'agiter à la fenêtre et comprend qu'il se passe quelque chose de grave. Il l'aide à enfoncer la porte et Amanda, avec Jocelyn, s'élance dehors pour la première fois en 10 ans. Essoufflée, tremblante, Amanda trouve un téléphone et pose le 911. Sa voix résonne dans l'enregistrement qui fera bientôt le tour du monde. « Aidez-moi, je suis Amanda Berry. J'ai été kidnappée. Je suis libre. » Quelques minutes plus tard, la police de Cleveland encercle la maison. Les agents pénètrent dans l'ombre des pièces fermées. Là, ils découvrent Michel Knight et Gina de Jesus, émaciées, hébétées, mais vivantes. La maison de l'horreur livre enfin ses secrets. Ariel Castro est arrêté dans la rue peu après. Il ne résiste pas. Lors de son interrogatoire, il oscille entre déni et justification. Ce n'était pas si grave. Elles étaient consentantes. Des propos glaçants en décalage total avec les 10 années de captivité qu'il a imposées. Les médias affluent. Le monde découvre l'enfer invisible qui existait au cœur d'un quartier ordinaire. Amanda, Gina et Michel sont transportés à l'hôpital. Les médecins découvrent des corps marqués par les années de privation, mais aussi une volonté de vivre intacte. Pour la première fois, elles peuvent respirer l'air du dehors sans peur, voir le ciel sans barreaux. Dans les jours qui suivent, les familles se retrouvent. Gina tombe dans les bras de ses parents après 9 ans de disparition. Amanda serre sa sœur, tandis que sa fille Jocelyn découvre le monde extérieur. Michel, qui avait été presque oublié par les médias, retrouve une liberté qu'elle croyait impossible. Ariel Castro est inculpé de plus de 900 chefs d'accusation, incluant kidnapping, séquestration aggravée, viol répété, homicide aggravé pour une grossesse forcée qui n'a pas survécu. Face à l'évidence des preuves, Castro plaide coupable pour éviter la peine de mort. Le 1er août 2013, dans la salle d'audience de Cleveland, il se lance dans un discours incohérent, oscillant entre justification et victimisation. « Je ne suis pas un monstre. J'étais malade, mais je n'ai jamais été violent. » Ces mots provoquent le dégoût et la colère des familles. Michel Knight, debout face à lui, déclare avec une force bouleversante « Tu as volé 10 ans de ma vie, mais tu ne détruiras pas mon avenir. » Le juge le condamne à la prison à vie, sans possibilité de libération, plus 1000 ans de réclusion. Un mois plus tard, le 3 septembre 2013, Ariel Castro est retrouvé pendu dans sa cellule, dans la prison d'Orient, Ohio. Sa mort marque la fin d'une histoire, mais laisse derrière elle des cicatrices indélébiles. La maison de Seymour Avenue, devenue symbole de souffrance, est rasée sous les yeux des voisins, dans un silence respectueux.
L'affaire Ariel Castro laisse un goût amer de mystère. Comment un homme a-t-il pu cacher l'horreur en plein jour si longtemps? Combien de signaux ont été ignorés? Pour Amanda, Gina et Michel, la liberté n'efface pas la douleur, mais elles deviennent des survivantes, porteuses d'un message d'espoir et de résilience. La voix de Michel Knight résonne dans un documentaire quelques années plus tard. « Vous m'avez peut-être volé mon passé, mais vous n'aurez jamais mon avenir. » Et ainsi s'achève l'histoire d'une prison invisible où le mal avait trouvé refuge dans la banalité.